J'ai de la haine contre ceux qui ont fait ça, quoi. Moi, j'ai même dit à ma femme, je dis, mais je vais les tuer, quoi. Je descends là-haut, je tue tout le monde, quoi. Ceux qui ont fait du mal à ma mère, c'est pas possible, quoi. J'espère qu'ils nous pardonneront. C'est tout. Elle et lui, quel déchirement profond. Cet homme et cette femme n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils ignoraient l'existence l'un de l'autre jusqu'au jour où l'horreur les a soudain plaqués face à face. Olivier est aujourd'hui hanté par l'assassinat barbare de sa mère un soir d'avril 2008. Et depuis ce jour-là, Inde, c'est son prénom, porte quant à elle le poids de la honte et du regard des autres. C'est son propre frère qui est responsable du drame d'Olivier. La douleur d'une sœur qui aime celui qui est accusé du pire, la souffrance d'un fils dont on a massacré la mère. Maman était une petite dame de 1m58, hein, donc pas très très grande, quoi. Mais très forte, avec énormément de volonté. Elle était très sociale, en fait. Elle aimait beaucoup aller discuter avec les autres, elle aimait beaucoup le contact avec les gens. Et Jocelyne était, à mon avis, une personne extraordinaire parce qu'elle avait d'abord souffert énormément dans sa vie. Elle avait eu un homme, un mari qui buvait, je crois. Enfin, en tout cas, c'était dramatique. La vie qu'elle a eue, en fait, a été assez difficile. Mon père a eu un accident dans sa profession. Suite à l'accident dans sa profession, il est resté très longtemps à l'hôpital. Puis après, il est tombé un peu dans l'alcool. Et puis l'alcool entraînait la violence, et puis les insultes. Et puis voilà, donc maman elle est à bout. Et puis un jour, elle est partie, quoi. Et maman a divorcé quand j'avais 10 ans, ma sœur avait 11 ans. Depuis, après, elle nous a élevés vraiment toute seule, quoi. Elle a élevé ses enfants, on ne sait pas comment, parce qu'elle a tout fait pour qu'ils restent dans le droit chemin. D'ailleurs, quand on voit Olivier, on est convaincu. J'ai toujours eu que ma maman. Ouais. C'est maman qui m'a tout fait, quoi. Elle m'a, à un moment donné, quand j'ai 18-19 ans, je commence à fréquenter des personnes qui n'étaient pas forcément fréquentables. Elle m'a remis un peu sur le droit chemin. Et elle m'a forcé un peu à reprendre des études, mais elle a même jusqu'à faire certaines démarches pour m'inscrire à la fac, quoi. Vous voyez, alors que j'avais 22 ans à l'époque, quoi. Ouais, elle a fait beaucoup pour moi, ouais. Jocelyne ne vivait donc que pour ses 2 enfants et son travail. Elle était comptable. Peu à peu, les enfants ont grandi, ils ont quitté la maison. Jocelyne n'avait jamais voulu refaire sa vie avec un homme, elle n'y croyait plus. Mais contre toute attente, à 54 ans, elle allait rencontrer l'amour. Un homme, Jean-Claude, ingénieur. Lui, il avait 58 ans, lui aussi avait vécu un divorce difficile. Leur rencontre, en 2004, c'est une surprise pour tout le monde. Ça a dû être la surprise pour elle et ça a été la surprise aussi pour nous parce qu'on la voyait plus amoureuse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'imaginait rester toute seule, en fait, tout le temps. Vu dans l'état d'esprit dans lequel elle était et puis ce qu'elle nous disait, on la voyait pas retourner avec quelqu'un. Après, quand elle a rencontré Jean-Claude, mais ça a été une autre maman, quoi. On l'a vraiment revu sourire. C'est là où j'ai vraiment vu ma mère heureuse. Et elle avait jamais pris l'avion et Jean-Claude, il lui a fait connaître ça. Hein. Il l'a emmené au Maroc, il l'a emmené en Turquie, il l'a emmené en Afrique du Sud. Il a été un petit peu partout avec lui, quoi. Pour une fois qu'elle trouve quelqu'un, et en plus c'est quelqu'un qui est super, quoi. On trouvait qu'il était génial. Et c'était comme des jeunes amoureux, qu'on aurait dit des ados de 15 ans. Ils se tenaient la main, ils se tenaient autour du bras. Ils allaient se promener, ils allaient au cinéma, ils allaient un peu partout. Ils allaient beaucoup au restaurant. Normalement, elle se plaignait qu'elle prenait pas mal de poids, d'ailleurs, à cause de lui. Mais ouais, voilà, c'était génial de les voir amoureux comme ça, quoi. Tous les matins, Jean-Claude préparait le petit déjeuner à Jocelyne et lorsqu'elle arrivait, elle trouvait des billets doux dans une petite potiche qui était à côté. Et à chaque matin, il y avait donc un mot d'amour, bien sûr. Il se mettait un petit mot, un petit billet, un petit post-it dans une petite boîte. Avec, on en a retrouvé au moins 300, des post-it avec je t'aime, c'était super hier, vivement la semaine prochaine, tu me manques déjà. Vous voyez, c'est que des petits mots doux comme ça, quoi, qui se faisaient tout le temps. C'était vraiment caractéristique de ce couple qui revivait une autre vie et qui essayait de faire en sorte de repartir comme il faut et de finir leur vie ensemble et si possible heureux.
Alors je me rappelle qu'une fois on était invité chez maman pour faire un repas. Et puis Jean-Claude me dit ah, t'as pas envie de venir fumer une cigarette sur le balcon? Je dis ouais bah tiens, on va fumer une cigarette. Et il me dit ouais, je voulais, parce qu'il vous voyait, il me dit je voulais vous demander quelque chose, Olivier. Est-ce que vous m'autorisez à vous demander la main de votre maman en mariage? Alors j'ai même rigolé, j'ai dit mais Jean-Claude, tu peux faire ce que tu veux, maman est majeure, hein, donc si tu peux lui demander à elle. Non, je préférais quand même demander d'abord à ses enfants, et puis ça a été les plus belles années de ma maman, je crois. Depuis le plus longtemps que j'arrive à me souvenir, quoi. Jean-Claude et Jocelyne se sont mariés à Metz le 7 avril 2006. 2 ans plus tard, le couple est à la retraite. Jean-Claude et Jocelyne décident alors de quitter la Lorraine pour s'installer dans le sud de la France, à Argelier, un petit village tranquille à côté de Narbonne. Ils trouvent un terrain, font construire une maison, une nouvelle vie, un nouveau départ au soleil. Un soir, maman, elle me téléphone, elle me dit écoute, Olivier, on a trouvé un terrain, oh, il est super, on est content, tu verras, tu vas adorer. C'était juste à côté d'un endroit où on pouvait faire des belles promenades. Argelier, c'est complètement entouré de vignes, en fait. C'est un petit village typique du sud de la France. Et juste à côté de la maison, il n'y a que des vignes, en fait. On peut dire que c'est une maison qui est propre à la région. Hein. C'est une maison neuve, dans des quartiers neufs, des lotissements. C'est ce que ma tante a appelé à un moment donné, un jour, la maison du bonheur. Ouais, c'était censé être la maison du bonheur, cette maison. Il voulait finir donc heureux dans cette maison du bonheur et il voulait donc rencontrer les enfants de l'un, de l'autre, les réunir. Donc j'ai dit écoute maman, j'essaierai de passer pour les vacances de Pâques. Et puis elle m'a dit bah essaye, comme ça tu verras la maison, la piscine elle a déjà bien avancé et tout. Donc j'ai réussi à poser congé une semaine pour Pâques. Olivier et sa petite famille devaient donc retrouver Jocelyne et Jean-Claude à Argelier, de vraies vacances en famille. Depuis toujours, Olivier avait l'habitude de téléphoner régulièrement à sa mère. Début avril 2008, Jocelyne laisse un dernier message sur le répondeur de son fils. Et puis, c'est le silence total, inquiétant. Le message sur le répondeur, je l'ai encore. J'ose pas l'effacer, quoi. Ah bah je le connais par cœur, hein. Il dit coucou, c'est maman. Ah bah vous êtes pas là? Bon bah je rappellerai. Et le problème, c'est qu'après, à chaque fois que j'essayais de la joindre, hein, après début avril, une fois que j'étais vraiment persuadé de pouvoir poser congé, j'arrivais plus à la contacter, en fait. Sur aucun téléphone, même sur le téléphone portable de Jean-Claude, ça répondait pas. Donc là, on a commencé à s'inquiéter de plus en plus. Oui, Olivier a téléphoné évidemment à sa mère à plusieurs reprises parce qu'il devait descendre pour les vacances de Pâques avec ses enfants, puisqu'il se faisait une joie de venir là, comme Jocelyne et Jean-Claude se faisaient une joie de recevoir Olivier et ses enfants. Puis bon, une semaine passe, 2 semaines passent, ça commence quand même à faire long. Moi en plus, je dois descendre là-bas. Je connaissais pas l'adresse, vous voyez, je connaissais rien, quoi. Donc on laisse encore attendre une petite semaine et puis je vais appeler la gendarmerie, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller voir ce qui se passe. On est quand même à presque 1000 km, on ne peut pas se déplacer comme ça, quoi. Ce silence, cela ne ressemble pas à Jocelyne et à Jean-Claude. C'est étrange, bizarre même. À quelques jours des vacances, ce silence était donc incompréhensible. Alors quand j'appelle les gendarmes, je leur dis voilà, j'ai pas de nouvelles de ma mère et de mon beau-père depuis 3 semaines. Alors, au début, ils me disent oui, ils sont adultes, hein, ils ont quel âge, voilà, ils ont peut-être le droit aussi de faire ce qu'ils vont. Je dis non, mais c'est pas normal. À un moment, elle m'appelle toutes les 3 semaines, je dois descendre en vacances chez eux, et c'était la semaine d'après en fait que je devais descendre. Il faut quand même qu'on se mette au point sur à quelle heure j'arrive, quand est-ce que je pars. Et ça lui ressemblait pas du tout, quoi. Je dis écoutez, moi j'habite en Moselle, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'envoyer une voiture et essayer de voir s'il n'y a pas un souci? Nous on pensait qu'ils s'étaient, je sais pas, blessés tous les deux dans la maison, quoi. Et puis il m'a dit bon d'accord, on va envoyer quelqu'un. Le soir même, il nous appelle, la gendarmerie appelle, il nous dit écoutez, il n'y a pas de, il y a rien de particulier là, mais la voiture de votre maman est devant la maison. On a réussi à rentrer dans la maison. Voilà, les volets étaient fermés, le petit déjeuner sur la table. Voilà, rien d'inquiétant dans la maison. On comprend mal que Jocelyne, qui était une femme d'ordre, qui était soigneuse, qui était la propreté même, on comprend mal qu'elle ait laissé son lit défait
qu'elle ait laissé un repas même pas consommé pour le petit déjeuner, on comprend mal tout ça. Donc dès lors qu'on comprend mal, les questions se sont amplifiées au fur et à mesure. Nous, on reste avec notre inquiétude, qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où ils sont? Pourquoi ils répondent pas? Qu'est-ce qui se passe, hein? Et le lendemain, donc le dimanche, un autre gendarme qui m'appelle, qui me dit, écoutez, monsieur Bomersbach, on lance une procédure de disparition inquiétante, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont bizarres. Il y a le sac à main de votre maman qui est dans la cuisine avec tous les papiers. Et le petit déjeuner, oui, mais il n'a pas été pris. La voiture avec les clés de la voiture qui sont là. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'a dit, je m'en souviens encore, il me dit, mais... Et puis, il y a des lunettes. Et je dis, bah, sans lunettes, maman, elle voit rien, quoi. Donc, c'est pas possible. Il y a dû vraiment arriver quelque chose, quoi. Donc, voilà, donc ils ont lancé la procédure de disparition inquiétante. Et moi, je suis descendu dans la foulée à Argelier. Le couple Saint-Aubert s'était comme volatilisé. Une procédure pour disparition inquiétante est donc finalement ouverte. Qu'étaient donc devenus Jocelyne et Jean-Claude? On ne leur connaissait aucun ennemi. C'était un couple sans histoire. Bah là, c'est la peur. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Où ils ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez, au début, je pensais qu'ils avaient fait un accident de vélo, qu'ils étaient tombés dans le canal du Midi. On ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui a pu se passer. On a l'impression que peut-être ils sont partis avec leur bicyclette le long du canal, peut-être qu'il y a eu un accident, peut-être qu'ils ont glissé. Après, bon, avec la gendarmerie, on parle un petit peu de tout. Ils disent, vous savez, qu'on est plein de construction, vous avez peut-être des soucis financiers. Des fois, il y en a qui lâchent tout comme ça du jour au lendemain. Donc, oui, pourquoi pas, mais bon, je vois pas maman pas nous téléphoner, quoi. Laisser tomber sa petite fille, me laisser tomber moi et ma sœur, non, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de plainte, mais enfin, il y a surtout une recherche de personnes disparues. Donc les noms sont signalés. Dès lors que les noms sont signalés, vous savez, la gendarmerie, en principe, elle va regarder sur les mouvements de compte bancaire, et ils s'aperçoivent que sur la carte bleue de Jean-Claude, il y a des mouvements qui sont suspects. Et dès lors qu'il y a des mouvements suspects, forcément, il y a quelqu'un au-dessus de la carte bancaire pour retirer de l'argent. Et s'il y a quelqu'un, il faut savoir qui c'est. La gendarmerie nous dit, écoutez, c'est peut-être Jean-Claude qui a aussi, comme la carte bleue tourne toujours, peut-être Jean-Claude qui a pu faire du mal à votre maman, puis qui est peut-être parti à l'étranger, on ne sait pas. Jean-Claude serait-il à l'origine de cette disparition? Peut-on penser qu'il aurait fait du mal à Jocelyne avant de s'enfuir? Le couple était décrit par tout le monde comme des époux modèles. Mais qui sont vraiment les époux Saint-Aubert? Qu'y a-t-il dans leur vie qui pourrait expliquer une disparition si brutale? Il m'interroge pour savoir un peu le passé de maman, le passé de Jean-Claude, depuis quand est-ce qu'ils étaient mariés, s'ils se disputaient, comment ils s'entendaient. Des choses très personnelles en plus. Je dis, mais moi je les ai jamais entendus se disputer. Oui, maman était un peu rentre-dedans, Jean-Claude était un peu rigoureux. Donc des fois, oui, ils avaient des petits coups de gueule, mais voilà, ils claquaient la porte, et puis le soir, ils se revoyaient autour d'un verre de vin, et puis une chandelle, quoi, vous voyez, Puis voilà, donc le premier jour, c'était ça, quoi, c'était beaucoup d'interrogatoires, ils fouillaient déjà dans les papiers qu'ils avaient pris les premières fois. Et la deuxième fois, donc le deuxième jour, là, il m'a demandé si je voulais venir avec eux pour perquisitionner dans la maison, quoi. Et c'est la première fois que je suis entré dans leur maison. Découvrir une maison comme ça... En plus, ils avaient fait des relevés d'empreintes un peu partout, quoi. En plus, on rentre, c'est même pas comme dans les experts Miami, quoi. C'est pire que ça. On est habillé en combinaison, on a un masque, on a des chaussures pour pas polluer les empreintes s'il y en a. C'était censé être la maison du bonheur. Et puis elle m'en avait tellement parlé de sa maison, elle m'avait parlé de la peinture qu'elle faisait dans la cuisine, elle m'avait parlé du tableau qu'elle mettait au-dessus de la télé. Et quand j'étais là-haut, c'est tout, tout me revenait en mémoire, en fait, tout ce qu'il m'avait dit avant. Je me suis pas senti bien d'ailleurs. Vraiment, j'ai failli tomber dans les pommes, quoi. Un gendarme m'a dit, mais toi aussi, parce que t'étais blanc là, tu vois.
La police scientifique fait d'abord des prélèvements à différents endroits de la maison, puis les techniciens inspectent minutieusement la chambre du couple. Et là, dans le lit qui est défait, en soulevant la couette, ils vont s'apercevoir qu'au niveau des pieds, il y a un morceau de cordelette et du scotch. Plus inquiétant encore, ils vont retrouver sous le lit une balle de 9 mm, une balle non percutée. 3 éléments qui sont autant de signaux d'alarme. Que s'est-il passé dans cette maison? Mais les enquêteurs vont encore découvrir un indice qui va faire définitivement basculer l'enquête. Le gendarme m'a dit, Olivier, je crois qu'ils ont croisé le chemin de 2 personnes qui n'étaient pas forcément fréquentables. Te fais pas trop d'illusions, n'espère pas trop. Pour eux, c'était plus grave que ce qu'eux-mêmes ils espéraient en fait. Les gendarmes, lorsqu'ils vont procéder à la perquisition de l'ensemble de la maison, vont trouver à l'étage un mot écrit par Jocelyne, dans lequel les termes ne laissent pas beaucoup de place pour être rassurés. Donc sur le mot, c'était marqué nous sommes séquestrés par Fouad et son ami, par Modeste et son ami Fouad, écrit Fouad. Ils veulent nous tuer, nous enterrer dans le terrain de Modeste à Cruzy. À partir de là, les enquêteurs, quand ils font cette découverte, comprennent assez rapidement qu'ils ont affaire à quelque chose probablement de très grave. Ce message écrit par Jocelyne est terrible, angoissant. Regardez ce petit billet, il est écrit « Nous sommes pris en otage et avons été volés par Modeste et son copain Fouad. Ils veulent nous tuer et nous mettre dans le champ de Modeste à Cruzy ». La pauvre femme, qu'on imagine terrorisée au moment où elle écrit cela, l'avait cachée dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Les époux Saint-Aubert seraient-ils donc séquestrés? Où? Quand? Comment? Qui sont ce Modeste et ce Fouad? En fait, on va vite apprendre que ce sont les 2 maçons qui effectuaient des travaux chez le couple. Modeste était le patron et Fouad son manœuvre en quelque sorte. 2 hommes connus des services de police. Fouad Selam, un Marocain de 30 ans, est en liberté conditionnelle pour conduite en état d'ivresse. Et Modeste Rakebert, un gitan de 32 ans, lui, il a un casier qui révèle des trafics de fausses monnaies, des petits casiers judiciaires, pas de faits de violence. Pourtant, ce sont bien eux que Jocelyne désigne dans le mot. Alors on pense, on espère, les époux sont peut-être séquestrés, toujours vivants quelque part, dans une grange, dans une cave, n'importe où. À ce moment-là, les enquêteurs font dans un premier temps le pari de ne pas intervenir, mais placent les 2 suspects sous surveillance et sous écoute, en espérant qu'ils les conduisent aux époux Saint-Aubert. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient séquestrés quelque part en fait, comme les 3 quarts des gendarmes qui s'occupaient de l'affaire au moment-là. Donc moi, tous les soirs, quand je partais de la gendarmerie, plutôt que de rester tout seul à me morfondre à l'hôtel, je tournais en rond dans leur quartier, dans leur maison, tout autour, et je cherchais, j'ai regardé, je sais pas pourquoi, après coup, je me dis pourquoi j'ai fait ça, quoi. Je prenais la voiture, je tournais dans tous les coins d'Argelier, je les connais par cœur maintenant presque, je les ai fait 10 fois dans tous les sens. Les heures passent, les jours passent, une attente horrible, pesante. On s'aperçoit que la carte bancaire du couple continue d'être utilisée dans la région. Les enquêteurs attendent encore pour interpeller les 2 maçons, car on espère toujours retrouver le couple vivant quelque part. Mais le 29 avril 2008, cela fait plus de 3 semaines que les Saint-Aubert ont disparu, le téléphone va soudain sonner à la gendarmerie. C'est un cycliste affolé par ce qu'il vient de découvrir. À côté de 40, c'est-à-dire dans ces petits villages, il y a des routes un petit peu tourmentées qui sont utilisées par des cyclistes. Et un beau jour, un cycliste se promène par là et il sent une odeur désagréable. Il pensait que c'était plutôt un sanglier qui avait été abattu et qui avait été laissé là. Donc là, on s'aperçoit qu'il doit y avoir quelqu'un, certainement. Donc il va prévenir la gendarmerie arrive, et la gendarmerie découvre évidemment le corps de quelqu'un. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Ils remontent le corps, ils s'aperçoivent que elle a la tête qui est pratiquement décapitée. Ça ne peut pas être un accident à partir du moment où le corps que l'on retrouve est menotté. Et évidemment, là, la gendarmerie comprend qu'il s'agit d'une exécution.
Et là, on découvre, après les analyses, on découvrira que c'est bien Jocelyne Saint-Aubert. J'ai pleuré pendant plus de 10 jours, quoi. Je dis, c'est pas possible, mais comment ça se fait? Après, on a su qu'elle était en plus menottée, que la tête avait été presque coupée. Oui, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est pas possible. Qui c'est qui a pu faire autant de mal à maman, quoi? Jocelyne Saint-Aubert est donc morte, assassinée. Et toujours pas la moindre trace de Jean-Claude, son mari. Lui, il est peut-être encore en vie, en tout cas, en danger de mort. Pour les gendarmes, maintenant, il faut agir vite. Modeste est interpellé chez sa compagne, puis les gendarmes se rendent chez la sœur de Fouad. Ils savent que l'homme, le suspect, vit là-bas. Ils sont venus à toquer à la maison, il était 8h du matin à peu près. La gendarmerie. Ils ont tambouré franchement comme des malades. Puis on ouvre la porte, on voit plein de gendarmes, je peux pas dire le nombre. Ils sont entourés, ils nous entourent. On comprend pas. Puis bon, bien sûr, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui se passait. Ils ont pas voulu me le dire au début. Mais après, ils ont vu que je commençais à m'énerver. Je pense que c'était un médiateur qui était intervenu pour me calmer, pour essayer de m'expliquer, qu'il m'a dit que c'était grave. Puis quand il a commencé à me dire séquestration et meurtre, la réaction que j'ai eue, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que on m'aurait dit bagarre. Comme j'ai dit aux gendarmes, on m'aurait dit bagarre, j'aurais cru. J'imagine pas du tout mon frère faire ça c'est clair. Non, vraiment pas. Qu'il cherchait à savoir où est-ce qu'il était. Et je l'ai appelé pour dire que la gendarmerie était à la maison. Parce qu'ils ont voulu, à travers moi, le piéger, quoi, pour l'attraper. Fouad, il me dit, ouais, tu leur donnes rendez-vous à telle heure. Je serai là à telle heure. Fouad Selam et Modeste Rakebert sont interpellés et placés en garde à vue. Ils sont interrogés séparément. Les questions, qui a tué Jocelyne? Où est Jean-Claude? Est-il au moins toujours en vie? Le premier à craquer, c'est Fouad. Ils vont être placés en garde à vue. Et alors là, les gardes à vue vont être radicalement différentes. On a un Fouad Selam qui va très vite craquer, entre guillemets, et passer des aveux très circonstanciés. Et d'un autre côté, on a un monsieur Rakebert qui est mutique dans un premier temps. Je sais pas de quoi on lui parle, hein. Limite, il connaît peut-être même pas les époux Saint-Aubert. Immédiatement, Fouad va reconnaître les faits. Non. Reconnaître ce qui s'est passé en prenant le soin, lui, de se mettre à l'écart, en recul, et en expliquant que c'est Modeste qui a complètement, si je puis dire vulgairement, pété les plombs et assassiné les époux Saint-Aubert. Dès le début de son interrogatoire, Fouad craque. Il ne faut plus chercher Jean-Claude, avoue-t-il. Le retraité est mort, lui aussi. C'est Modeste qui l'a tué. C'est aussi Modeste, affirme Fouad, qui a tué Jocelyne. Mais pourquoi s'en prendre à ces jeunes retraités sans histoire? Fouad va tout raconter. Le projet criminel naît d'une conversation entre Modeste Rakebert et monsieur Saint-Aubert. Il semblerait que les époux Saint-Aubert aient eu un accident de la circulation et qu'ils devaient percevoir, ou ils avaient perçu, en tout cas c'est un élément dont les époux Saint-Aubert avaient parlé avec Rakebert, ils allaient percevoir une somme relativement importante. Une indemnité de l'ordre d'une vingtaine de milliers d'euros, je crois. Voilà, il en parle de manière complètement naturelle, dans le cadre d'une conversation totalement informelle entre les deux. Voilà, il en parle. Et c'est à ce moment-là, par contre, que autant pour monsieur Saint-Aubert, cette conversation a l'air complètement anodine, autant pour Rakebert, il y a un déclic qui se fait au niveau de son cerveau et il se dit, là, il y a peut-être quelque chose à gagner sur ce couple Saint-Aubert. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir 20 000 euros qui vont rentrer très prochainement. C'est que là, on peut piocher quand même de manière sévère. Le projet criminel, c'était celui-ci. C'était, on va les séquestrer pour leur voler leur carte bleue et retirer de l'argent et faire des achats. L'idée de départ, c'est de les voler. Voilà. Ça, c'est certain. Mais ça devait s'arrêter là. Modeste a donc décidé de mettre son projet à exécution. C'est lui le chef d'orchestre de cette séquestration. C'est du moins ce qu'affirme Fouad, qui explique qu'ils arrivent chez les époux le 4 avril 2008 vers 7h30 du matin. D'ailleurs,
Pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, la reconstitution des faits est organisée dans la vraie maison des époux Saint-Aubert, dont le rôle est tenu par des policiers. Mais c'est Modeste et Fouad qui révèlent précisément ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils arrivent sur place, donc avec chacun son rôle en tête. Ils sonnent, Monsieur Saint-Aubert ouvre la porte et il est établi que Monsieur Saint-Aubert les accueille de manière totalement courtoise, hein, comme à l'habitude de Monsieur Saint-Aubert, et leur propose le petit déjeuner qu'ils commencent à prendre tous ensemble. Écoutez, vous avez deux individus qui rentrent, qui viennent travailler normalement. Bon, la scène est très sympathique, presque on s'embrasse. Et on va ensuite offrir le café à Fouad et à Modeste. Et puis là, malgré tout, et malgré l'accueil qui a été réservé, Racquebert déclenche la séquestration par une phrase qui était convenue entre eux préalablement. Et de là, tout se déclenche, les armes sont sorties. Et Modeste sort son pistolet. Et évidemment, Jean-Claude, il éclate de rire en disant « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Comment ? Non, mais c'est pas un cirque, non, c'est sérieux. On va maintenant vous attacher, vous allez me donner carte bleue, donner les numéros. » Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, par l'arme qui est sortie, par son ligotage, que c'est une réelle agression qu'il subit et non pas un canular. Et ceci est évidemment augmenté au niveau de l'intensité par le fait que pendant qu'il est gardé par Monsieur Selam dans la cuisine, Monsieur Racquebert part dans un petit couloir vers la chambre de Madame Saint-Aubert qui est encore endormie, la réveille, sous les cris de Madame Saint-Aubert qu'on peut bien imaginer. C'est du Racquebert rude, hein, comme on l'imagine bien, avec, pareil, ligotage, etc. Racquebert va la secouer un peu, et de la cuisine où se situent Monsieur Saint-Aubert et Fouad Selam, ils entendent juste les cris de Madame Saint-Aubert qui a l'air un peu paniquée. Donc à partir de là, la véritable agression commence. Au moment-là, elle devait être hystérique, c'est pas possible autrement. Elle devait être en pleurs, elle devait être en cris, ça devait être des cris, des pleurs, des larmes. Donc lui, le seul moyen, ça a été de la bâillonner et puis voilà, lui, la menotté et compagnie, quoi. On imagine la peur, l'angoisse de ce couple agressé chez lui, livré à la folie de leurs deux maçons. Fouad explique ensuite que le couple a été bâillonné, menotté. Modeste aurait ensuite extorqué au couple leur carte bleue et surtout leur code, puis il serait parti faire le tour des distributeurs de la région, chargeant Selam de surveiller les otages. Fouad va raconter qu'il était sous pression et qu'il s'est mis à boire en attendant le retour de Modeste. Fois, je pense qu'il s'est mis à boire parce qu'il a... Au moment où il a réalisé, il a vu que c'était trop tard. Et il a voulu se noyer. Dormir et se dire, peut-être... Je pense, hein, après, c'est... Il a picolé pour se dire que c'est une illusion, que c'est pas réel. Monsieur Selam, à ce moment-là, est au domicile avec les époux Saint-Aubert. Et contrairement à une scène de séquestration classique, on va dire, où il y a menottage, maintien du menottage, menace à outrance et pression constante, eh bien on a affaire à Monsieur Selam qui est complètement sur un autre registre. C'est-à-dire qu'il est un peu apitoyé par le sort réservé à Monsieur et Madame Saint-Aubert parce qu'il estime que c'est totalement injuste, donc il les désentrave. Et il commence à boire de l'alcool à table avec Monsieur Saint-Aubert et Madame Saint-Aubert, qui était là, qui n'a pas bu manifestement, mais qui était là malgré tout dans le cadre de la conversation. Et ils commencent à communiquer tous ensemble. Alors Fouad Selam, d'après ses déclarations, c'était un peu la colonie de vacances, lui. C'est très enjolivé, on va dire, pour une séquestration. Hein. Mais à mon avis, maman Jean-Claude était bâillonnée, attachée dans la chambre. Lui, il était en train de s'alcooliser dans le salon. D'ailleurs, il y a des liens qui ont été trouvés dans le lit, il y a du scotch. Pour moi, ils ont été bâillonnés et entravés toute la journée. Ils n'ont pas pu bouger. Le seul moment où ils ont pu certainement bouger, c'est pour aller peut-être une fois aux toilettes dans la journée. Ou dans la salle de bain pour prendre les médicaments. Et c'est certainement là où maman a dû noter le mot sur le cahier. Maman a été assez maligne, elle a voulu déjà laisser une trace sur ce qui allait lui arriver après, quoi. Il faut avoir un sacré sang-froid pour faire cela alors que Fouad est juste à côté, comme
jeter une bouteille à la mer, la rage de sauver sa vie et celle de celui qu'elle aime. Aux enquêteurs, Fouad va expliquer que Modeste serait revenu au domicile du couple vers 22h. Il se rend compte qu'au lieu d'une séquestration en règle avec les époux Saint-Aubert ligotés, allongés au sol, on a affaire à un geôlier, donc Monsieur Selam, qui est attablé avec eux, qui est en train de boire peut-être même plus qu'il ne devrait. Et puis les époux Saint-Aubert sont démenottés et sont libres de mouvement au sein de la salle à manger. Et là, Monsieur Rakebert rentre dans une colère noire, invective Monsieur Selam de manière très musclée. Il aurait à ce moment-là piqué une grosse colère en disant « mais qu'est-ce que tu fous, tu fais n'importe quoi ». Et Selam, lui, dit qu'à partir de cet instant-là, il est totalement hagard et qu'il subit la situation, qu'il est sous la crainte de Rakebert et qu'il ne peut rien faire qu'agir aux ordres. Fouad décrit Modeste comme fou de rage. En le voyant ivre et les époux détachés, il aurait décidé de ne pas relâcher les Saint-Aubert comme cela était prévu, du moins il le dit. Donc à partir de 22h, Rakebert décide de les mettre dans son fourgon qu'il avait stationné coffre ouvert le long du garage. Comme ça permettait en fait de faire passer les époux Saint-Aubert du domicile, donc dans le garage, à la fourgonnette, refermer les portes sans que le voisinage puisse voir quoi que ce soit. Et à partir de là, bien sûr, ils sont partis à Cruzy, comme Jocelyne le pressentait. Et Rakebert prend le volant, M. Selam s'installe à côté de lui, tout le monde part avec ce véhicule pour cette épopée morbide qui n'aurait jamais dû exister. Donc ils sont dans la camionnette, ils sont allongés côte à côte, la camionnette va sur un petit chemin qui est caillouteux, donc ça secoue de tous les côtés, bon, ils sont évidemment pas bien. On se dirige vers un terrain qui appartient au papa de Modeste Rakebert, qui est un terrain vague sur lequel il n'y a strictement rien, si ce n'est quelques déchets à droite à gauche, et un trou qui a été creusé quelques jours auparavant par Modeste Rakebert d'ailleurs. L'abattoir, c'est féroce pour les animaux, mais là c'est pire. C'est une exécution. C'est une exécution, ils ne s'en doutent pas encore. Je pense qu'ils ne s'en doutent pas encore. La situation devient absolument dramatique, c'est-à-dire que sur ce terrain, Rakebert stationne son camion. Ouvre la portière, sort M. Saint-Aubert en laissant Mme Saint-Aubert à l'intérieur du véhicule, l'amène au bord du trou. Rakebert l'a mis au bord de ce trou et il l'a véritablement exécuté sans sommation. C'est un peu la version glaçante qu'il va livrer aux enquêteurs. 6 coups de feu avec le 22 long rifle et un coup de feu avec le 9 mm. Et il résiste. C'est-à-dire qu'il va expliquer qu'après les coups de feu reçus, M. Saint-Aubert vit encore, qu'il agonise, qu'il crie sa douleur, et que pour Rakebert, la scène est insupportable. Et que voyant que Saint-Aubert est en train d'agoniser, véritablement, et que il est absolument impossible d'imaginer qu'il puisse s'en sortir après tant de projectiles tirés, il va s'emparer d'une pierre qui se trouve à proximité. Il prend un rocher de 25 kg et lui écrase la tête, sachant qu'il est 2,50 m en contrebas, vous voyez ce que ça peut donner. Cette pierre est énorme, et comme ça à peu près, donc c'est quelque chose d'épouvantable. Évidemment, là, il ne gêne plus. Évidemment, il ne souffre plus. C'est une véritable exécution, une lapidation barbare. Cette tombe avait été creusée par Modeste 2 jours auparavant. C'est donc la preuve qu'ils avaient dès le départ condamné le couple. Fouad, qui a assisté à la mise à mort de Jean-Claude, va confesser avoir été terrorisé. Il a assisté, dit-il, à tout cela dans un état second, puis ils auraient ensemble rebouché le trou à grande pelletée de terre. Ils auraient ainsi enseveli le corps supplicié de Jean-Claude, comme Modeste leur donnait. Mais cela a duré un long moment. L'enfer n'était pas terminé pour Jocelyne. Ce qui est absolument abominable et traumatisant, au-delà du réel, on va dire, dans cette procédure, c'est que au moment où M. Saint-Aubert est exécuté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a Mme Saint-Aubert à ce moment-là qui est dans le camion, qui ne voit pas la scène, puisqu'elle est à l'intérieur du coffre du camion, mais qui entend tout. Puisque, rappelons qu'elle était quand même à 2 mètres, c'est tout, pas plus loin.
Elle était entravée, elle ne pouvait rien dire puisqu'elle était bâillonnée. Elle s'est retrouvée dans une situation où dans le fond, on n'est plus qu'un objet. Ça doit être quelque chose d'absolument atroce, ce qui se passe dans la tête de Mme Saint-Aubert à ce moment-là. Bah ça, c'est ce qui hante encore mes nuits maintenant. Hein. Quand on sait que Jean-Claude a reçu, je crois, de tête 6 coups de feu en pleine tête, qu'il n'était pas encore mort, en plus avec les 6 coups de feu, et qu'on lui jette une pierre de 30 ou de 40 kilos sur la tête, et que pendant ce temps-là, maman est encore dans la camionnette, elle a entendu tout ça. Elle a vu Jean-Claude partir, menotté, elle est dans la camionnette à 10h du soir, dans la nuit, et elle les voit remonter que les 2 accusés et puis Jean-Claude, quoi. Les tirs et les cris de Jean-Claude avaient fait trop de bruit. Modeste et Fouad ont alors décidé de quitter le terrain de peur d'être repérés. Le cauchemar de Jocelyne va donc continuer. Après la mort de Monsieur Saint-Aubert, on rentre dans l'irrationnel le plus total. Alors là, donc ils vont repartir avec ce fourgon, Madame Saint-Aubert est à l'arrière, ils vont rouler. Ils vont tourner un long moment, ça ressort des déclarations de l'un et l'autre, ça c'est établi. Ils vont tourner un long moment en se demandant maintenant qu'est-ce qu'on fait. Monsieur Saint-Aubert manifestement est mort, nous en sommes responsables, l'un et l'autre, et on a un témoin direct qui s'accompagne. Qu'est-ce qu'on fait? Et Mme Saint-Aubert lui dit, et ainsi qu'à M. Raquebert, je ne vous dénoncerai pas, il n'y a pas de problème, ramenez-moi à la maison, je dirai rien, ça restera mystérieux ce qui s'est passé, laissez-moi en vie, quoi. Et ils ont tourné comme ça, pendant 2 heures, avec maman dans la camionnette, quoi. Donc voilà, j'essaie de me mettre à sa place, quoi, mais j'y arrive pas. Je me dis, mais... à quoi elle pensait, à quoi... Ben, ça a été les derniers moments de sa vie, quoi. Les 2 acolytes ont entraîné Madame Saint-Aubert sur ce chemin un peu sinueux, un peu montagneux, et ils se sont arrêtés pratiquement en plein virage. La camionnette a été ouverte, l'un ou l'autre ont fait descendre Jocelyne du camion. Il sort Mme Saint-Aubert du coffre pendant que M. Selam est un peu plus loin en train d'uriner. Et exécute Mme Saint-Aubert. Dans des conditions abominables qui ont été décrites d'ailleurs très bien par M. Selam. Alors, une exécution de cette manière-là, c'est vraiment affreux, d'autant qu'elle était à genoux sur le gravier, et dès lors qu'elle est à genoux, attachée, toujours bâillonnée, elle ne pouvait rien dire, et elle lui est porté un coup de tranchant sur la tête, à telle enseigne que la tête s'est désolidarisée du corps. Un coup de pelle au niveau du crâne, un coup de revolver en direction du corps de Mme Saint-Aubert qui manifestement convulsait. Lorsque ils ont vu le cadavre de Jocelyne, ils l'ont repoussée avec le pied pour qu'elle tombe dans le fossé, de manière à ce qu'on ne puisse pas la découvrir avant un certain temps. De savoir qu'elle était restée comme ça 1 mois dans un trou, en train de se faire bouffer par des bêtes, quoi. Bah, elle est morte pire qu'un chien, quoi. Bah, moi, c'était des cauchemars, hein. Moi, j'en dormais pas des nuits. Hein. Moi, j'imaginais maman comme ça, en fait. Je la voyais dans ma tête, quoi. Fouad vient alors de livrer une sorte de récit macabre, cruel. Ce sont des aveux suffisamment détaillés et précis pour Int, sa sœur, lorsqu'elle apprend que son frère a avoué. C'est un choc terrible. L'avocate va nous dire tout d'abord que c'est très grave, qu'il est dans une très mauvaise histoire. Et puis bon, je pense qu'à ce moment-là, je me suis masqué les oreilles. J'arrivais plus à attendre. Moi, on m'a dit que c'était un couple retraité. Ce qui a fait aussi que j'ai plus voulu entendre. Parce que pour moi, c'est vraiment pas possible. Pour moi, c'est pas possible. J'ai regardé
furtivement les photos du couple, monsieur et madame Saint-Aubert. Parce que je me dis peut-être quelque part j'ai pas le droit de les regarder. Peut-être parce que je veux pas garder leur image, faut pas me torturer plus, je sais pas. Ou peut-être par respect pour sa famille. Vu que j'étais du côté des accusés, alors, je m'en suis pas donné le droit. Séquestration, meurtre, on peut que rejeter ça. Et je l'imaginais tellement pas là-dedans que pour moi c'était des conneries. C'était pas lui. Puis à ce moment-là, j'avais même pas de nouvelles de mon frère, donc je savais pas ce qui se passait vraiment. Parce que moi, je voulais entendre de sa bouche. Je pense plus pour entendre que c'est pas vrai. Qu'il y est pour rien. Fouad a tout avoué. Enfin, avoué la séquestration, mais pas les assassinats. Pour cela, il accuse Modeste. Mais Modeste nie. Il va nier durant plus de 12 heures, puis finalement rejeter la faute sur Fouad. La séquestration, ouais, c'est bien mon idée, mais les assassinats, c'est lui. Fouad était totalement ivre, il a été pris d'une folie meurtrière. C'est peu crédible, si l'on en croit l'enquête. Les déclarations de Fouad ne vont jamais varier, contrairement à celles de Modeste. Ensuite, les conclusions des experts confirment la version de Fouad et non celle de Modeste. Enfin, si l'on fait le compte, Modeste a encaissé 13 200 €, et cela grâce à la carte bleue du couple. Fouad Selam, lui, en revanche, n'a reçu que 20 € et une cartouche de cigarette. En fait, 2 vies tranchées pour moins de 15 000 €. Une horreur. Les 2 hommes sont donc mis en examen et incarcérés. Hind va enfin revoir son frère, Fouad, lors d'une visite au parloir. Le face-à-face va être douloureux. Il avait la tête baissée. Mon frère avait la tête baissée. Je pense pas qu'il était fier, du tout. Donc déjà de voir qu'il baissait la tête devant moi, ça... Fierté prend un coup, quoi. Jamais il a baissé la tête. C'est que... il s'est senti minable. Il a toujours cette culpabilité malgré tout au fond de lui, qui est de dire « j'aurais dû intervenir. J'ai été un lâche. Ma vie ne valait pas plus que celle de monsieur et madame Saint-Aubert, et quand j'ai vu que ça dérapait, il aurait fallu que j'intervienne. » Il assume sa connerie. Je sais pas si on peut dire connerie ou s'il y a un mot plus grave, je sais pas. Il assume. Sans fierté non plus. Ce que monsieur Selam m'a expliqué à ce moment-là, c'est que d'une part, il pensait pas que la séquestration finirait aussi mal, et surtout, il s'est dit, bon, si je les libère, qu'est-ce qui va se passer? Soit je les libère, ils vont déposer plainte, on se fait interpeller, très bien, sauf que en attendant, c'est moi qui vais avoir affaire à monsieur Raquebert quand même. Donc il y avait un stress vraiment de la part de monsieur Selam de devoir dire à monsieur Raquebert je les ai laissés partir, c'est quasiment inenvisageable. Il s'est senti en danger. C'est la phrase qui est sortie. C'est la première phrase qu'il a eue quand je l'ai vu. Mais je n'ai jamais compris la position de Fouad Selam qui consiste à dire « Oh non, mais moi j'ai fait tout ça sous la pression. » À un moment donné, poser les choses, il n'est pas idiot, Fouad. Il dit « Attendez, il vaut mieux que, à la rigueur, il vaut mieux que je les libère, même si je me fais casser la figure par Modeste, dans sa thèse, plutôt que de participer à un double assassinat. » À un moment donné, ça ne tient pas. La thèse de Fouad sur « j'ai agi par contrainte, je ne pouvais pas faire autrement », à un moment donné, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Fouad Selam, je lui en veux même encore plus que pour Raquebert parce que lui, il avait la possibilité de les faire partir. Il était toute la journée avec eux. Et s'il y en a bien un qui aurait pu le faire partir, c'était Fouad Selam. C'est lui qui avait les clés pour dire on arrête tout. Au final, maman et Jean-Claude, ils seraient toujours là, quoi. Il aurait pu les sauver. Mais il ne l'a pas fait. Moi, elle me surprend sa réaction à mon frère. Elle me surprend, je pensais qu'il aurait refusé, qu'il aurait réagi, il aurait défendu. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment prévoir les réactions.
Il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation, hein, du tout même. Mais je sais que ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, pour moi, sa version, elle est vraie. Après, voilà, on aurait préféré que ça se passe autrement, c'est sûr. Qui a tué, exécuté les époux Saint-Aubert, Fouad ou Modeste? Les deux hommes n'ont pas cessé de s'accuser mutuellement. C'est à la justice de trancher. Le procès s'ouvre à Carcassonne le 12 janvier 2012. Un procès très attendu qui déplace les foules. C'est véritablement la foire. On vient voir les monstres. On vient voir les maçons de l'horreur. On vient regarder les bêtes. La salle est comble, surchauffée. Ça a fait la une des journaux. C'est le titre, il était dur. Ça fait mal. Les maçons de l'horreur, ça fait mal de lire ça. De voir sa photo dans les journaux. De le considérer comme un monstre. Qu'il est affreux. Alors que nous, on sait qu'il n'est pas comme ça. Et on a envie d'aller prendre tous les jours, tout déchirer ou crier. Et c'est vrai que pour une sœur comme Inde, donc sa sœur qui a toujours été à ses côtés, qui a toujours été proche de lui, qui l'a toujours défendu, qui l'a toujours soutenu, qui a pris un peu le rôle de la maman au-delà de celui de la sœur, c'est très difficile de penser que des personnes peuvent avoir de son frère une opinion aussi atroce, alors qu'en fait c'est un humain de chair et de sang, avec des sentiments, un cœur qui bat. Dans l'inhumanité, il y a toujours de l'humain. Ce sont des hommes. Modeste est un homme qui n'est pas un monstre, et à un moment donné, pourquoi? Pourquoi? Non pas pourquoi il faut excuser, c'est inexcusable, mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un individu qui, a priori, n'est pas formaté pour ça? C'est toute l'humanité du crime. Parce que les crimes sont commis par des humains, et souvent ceux qui les commettent n'ont pas la laideur des actes qu'ils ont commis. Honnêtement, j'ai de la haine pour eux, quoi. J'ai de la colère, ils me font même pitié, quoi. Moi, je les ai regardés, hein. J'ai pas baissé le regard, quoi. J'ai rien à me reprocher, moi. C'est pas à moi de baisser les yeux, quoi. En se retrouvant face à la famille des victimes, on se fait tout petit. On n'ose même pas croiser leur regard. Moi qui est fière, on baisse la tête. J'ai voulu aller parler à la famille de monsieur et madame Saint-Aubert. Mais j'ai pas pu. Je trouvais ça déplacé. On peut pas s'empêcher à se sentir coupable quand même. On a tous notre part, même ma mère, même mon père, même. C'est normal qu'on se sente coupable quelque part. C'est pas. Même si on sait qu'on y est pour rien, c'est plus fort que nous. Mais moi, je lui en veux pas, elle a rien fait, hein. Comme j'en veux pas non plus aux parents de Fouad Selam, hein. Dans ce cas, on peut aller loin. Pourquoi est-ce qu'ils ont accouché de ça, quoi? Vous voyez, c'est... Non, qu'est-ce qui a fait dans sa tête qu'ils en viennent à ça, quoi? C'est ça, la question. Pourquoi lui, il en arrive à ça? Elle, c'est sa famille, oui. Mais à mon avis, elle doit souffrir, bon, je dirais pas autant que moi, mais elle doit souffrir aussi de cette histoire. Parce qu'elle porte le même nom que lui, quoi. En plus... Voilà, avoir quelqu'un en prison, je sais bien que ça ne doit pas être forcément facile à accepter. Maintenant, je dirais, à la limite, il n'a plus rien à faire dehors non plus, quoi. Tout au long de ces 5 jours d'audience, Modeste Rakebert et Fouad Selam n'ont pas bougé d'un pouce. Chacun reconnaît sa participation à la séquestration, mais rejette sur l'autre la responsabilité des meurtres. Qui croire? Selon les experts psychiatres, Modeste, je cite, « Modeste présente un état dangereux. Il est peu curable et réadaptable, car il n'exprime aucune culpabilité. » Fin de citation. Quant à Fouad, toujours selon ses experts, le sujet ne présente pas d'état dangereux et son sens de la culpabilité est authentique. Il y aurait donc bien un meneur, Modeste, et un suiveur, Fouad. Ces conclusions d'expertise ont peut-être fini par convaincre les jurés, ces jurés qui ont condamné Modeste Rakebert à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximale en France.
Fouad Selam, lui, écope de 30 ans de prison et d'une période de sûreté de 18 ans, un peu moins que Rakebert, peine confirmée en appel. Lorsque le verdict tombe pour Int, sa sœur, c'est la douleur. Ça a été un choc, hein, vraiment le choc. Vraiment un coup de poignard dans le cœur, vraiment. J'ai cru que j'allais... C'est comme si on m'a arraché mon enfance. Enfin, j'ai pas d'enfant et Jésus... Mon cœur, il a pris un coup. Pour moi, c'est pas suffisant, c'est pas assez. C'est le maximum, maximum en France, quoi. Mais voilà, pour moi, ça sera pas suffisant. Il méritait d'être condamné. Pour moi, il méritait. Mais pas autant. Je trouve que la peine a été très lourde. 30 ans, vous imaginez, 30 ans. 30 ans de vie cachée, quoi, ça fait... De cacher sa vie, je sais pas, c'est 30 ans, c'est comme si on mise à mort, c'est pareil, hein. Et je me souviens de me supplier l'avocat qu'il fasse quelque chose. J'avais envie d'aller crier là, j'avais envie d'aller parler au président, mais arrêtez, il est pas comme vous dites. Je l'aime tellement en fait que voilà, je sais pas, je peux même pas décrire. Je peux pas décrire. Nous, on a vraiment pris perpétuité parce que moi, maman, je la verrai plus. Moi. Et mes Noëls, ma maman est pas là. Mes anniversaires, j'attends que le téléphone sonne pour que maman souhaite mon anniversaire. Ouais, c'est la vie d'à côté, mais elle est quand même plus pareille, quoi. Ils ressortiront un jour, hein. Ils reverront leurs enfants un jour. Ouais. Ma maman, je la reverrai plus jamais. Si je la vois, tous les mardis au cimetière, c'est là, mais elle me répond pas. Si j'avais pu prendre leur place, je l'aurais pris. Vraiment. Si je pouvais les rendre à la famille, M. Saint-Aubert et madame, si j'avais pu donner ma vie, je leur donnerais. Pour qu'ils récupèrent leurs parents. Moi, maman, je garde en tête sa sortie de la mairie quand elle s'est mariée avec Jean-Claude. On voit qu'elle est heureuse. Et je garde ça en tête. Et c'est l'image qu'il y a sur leur tombe, en fait. Puis là, ils sont ensemble pour l'éternité maintenant, donc on ne sait pas ce qu'on devient après. Après, pour ceux qui croient, c'est la réunion avec les êtres disparus, les retrouvailles, enfin. Pour les autres, c'est rien, le néant. Donc, la disparition totale, infinie de cette mère dont toujours Olivier entend, car il les imagine, les cris sous les coups de pelle. Cet homme n'a pas inventé la haine, les assassins la lui ont imposée. Et elle ne le quittera jamais, surtout lorsqu'il faudra qu'il raconte à ses enfants pourquoi ils n'ont pas de grand-mère à embrasser. Quant à cette femme, cette sœur, elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire les visages fracassés et sanglants de l'homme et de la femme que son frère a lâchement laissé massacrer, alors qu'il aurait pu dire non. Elle va, cette femme, à la vie brisée par une culpabilité qui n'est pas la sienne. Elle va maintenant partager la peine, la prison, les parloirs, le regard des autres. Un homme, une femme, deux vies brisées par un même crime dont ils sont tous les deux innocents. Pour l'un, une tombe, pour l'autre, un parloir. Rien n'est à comparer d'ailleurs, ça ne sert à rien. Tous les deux, ils souffrent, et ils vont continuer de souffrir ainsi jusqu'au bout de leur vie, et jamais cette cicatrice ne se refermera.